Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans ce numéro de l'invité consacré à la littérature. Après un doctorat en lettres et sciences humaines à l'université de Lomé, Nikabou Makani, universitaire, évolue dans les milieux de l'entreprise, de l'enseignement supérieur et du marketing de la communication. L'homme est notre invité pour parler de son œuvre Femme rebelle. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à toutes et à tous. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de vos œuvres et surtout de la dernière Femme rebelle qui fera l'objet un peu de cette émission, mais aussi on va aborder votre littérature, les différents thèmes que vous abordez dans vos œuvres. Alors, vous avez à votre actif 3 ouvrages publiés, Yawatin en 2014, et puis C'est fou de la religion en 2016 et maintenant Femme rebelle sortie en 2023. Dans ces 3 ouvrages, en gros, vous peignez une société profondément malade, conspiration, manigance, querelle de hiérarchie et népotisme, extrémisme religieux, dépravation, tous azimuts des mœurs. Nos sociétés sont-elles réellement si mal selon vous? Merci Guillaume. La question, vous avez dit, est-ce que nos sociétés vont si mal? Est-ce mon invention ou une observation que nous pouvons faire chacun lorsque nous observons la société? L'écrivain, c'est celui qui observe la société, c'est celui qui se met en recul et observe ce que nous appelons le vécu quotidien, les comportements des hommes, de la société, et ne fait que refléter, ne fait que décrire, ne fait que faire ce qu'on appelle la photographie des faits de son temps, des événements de son temps. Et de ce point de vue, si nous voyons tout ce qui se passe dans nos sociétés africaines, qu'est-ce que nous pouvons retenir de plus gai? Et quelle est l'image qu'on renvoie de l'Afrique? Ce sont ces préoccupations qui m'ont amené dans la plupart de mes œuvres, à décrire les maux, les problèmes, les gangrènes qui freinent l'évolution de nos sociétés africaines. Et donc, ces mots, c'est ce que vous venez de citer, entre autres, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la gabegie, c'est le népotisme, c'est également les faits d'actualité aujourd'hui, le djihadisme, l'extrémisme, etc. C'est également, je dirais, l'hypocrisie, l'insouciance que l'Afrique est en train de développer, que les Africains développent, alors que les grands enjeux du monde se passent ailleurs. Nous sommes dans l'insouciance. C'est comme si nous vivons dans un autre monde, un monde à part, et nous ne voulons pas. C'est pas fâcheux que quelqu'un, un président d'une république, dise que nous refusons d'entrer dans l'histoire. C'est fâcheux, mais peut-être c'est la triste réalité. Même si c'est ce qu'il a dit est un déni pour tout ce que les Africains, l'Afrique a eu à être avant la décolonisation. C'était pas un désert, c'était pas un néant, c'était des civilisations, c'était des sociétés bien organisées. Et donc, malheureusement, ces sociétés ont été détruites par la colonisation pour installer le désordre, ce que nous observons aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que dans le vécu quotidien, il n'y a pas des événements aussi reluisants. Quand vous lisez mes livres, il y a des réussites, il y a des échecs. C'est de l'ambivalence. Le monde, c'est de l'ambivalence. Au même moment où il y a du bien, au même moment, le bien cohabite avec le mal. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, pour parler de votre dernier roman, Femme rebelle, que faut-il retenir? Pouvez-vous nous brosser un peu l'essentiel de ce roman, un petit résumé? De quoi parle Femme rebelle? Femme rebelle, j'aurais pu sous-titrer ça ou bien titrer ça autrement en disant Noire-Blanche, Femme rebelle. Si je veux faire de la poésie, comme je l'ai fait dans le livre, Noire, blanche, femme rebelle. Ça en dit long, quand je fais de l'oxymore, en croisant noir et blanche. Alors, Femme rebelle, c'est l'histoire d'un couple, le couple ado,
qui est en fait une affairesse de adolescents, et Mémé Fala, qui est son épouse, qui travaillent tous dans une même entreprise qu'on appelle l'électricité d'Ambaye. D'Ambaye qui est une république imaginaire, fictive, tout comme mon frère Maman l'appellera le Gondwana. Merci. Donc c'est une république qui n'existe nulle part, si ce n'est que dans votre roman, voilà, dans l'esprit de chaque lecteur qui lit, qui le situe. Je ne sais pas si c'est au Sahel, si c'est dans la côte de la Guinée, ou bien en Afrique du Sud, ou bien dans un pays latino, je n'en sais rien. Mais c'est une république où, tel que c'est décrit, c'est la république du possible, de l'impossible. C'est la république de la fourberie, de la pantalonnade. Qu'est-ce que je vais en dire par la pantalonnade? C'est ce qu'on appelle les raccourcis. La république des raccourcis, de la compromission. Lorsque vous vendez votre âme pour ce que vous n'êtes pas, vous forcez cela, et pour devenir quelque chose, c'est-à-dire pour faire une ascension sociale, parce que vous avez besoin de cela, donc vous forcez votre nature, vous allez contre votre nature. C'est ce que j'ai appelé la société, ou bien la république de la compromission. Donc, Femme rebelle, comme je le disais tantôt, c'est l'histoire de ce couple qui était un bon couple au départ, et après, le mari ado a été remercié de sa société. Il est allé créer une société privée qui lui appartient, qui commence par prospérer, et quand il a commencé par jouir de l'opulence, ou bien quand il a commencé par avoir de l'argent, pour être simple, c'est en ce moment qu'il est entré dans un autre vice, celui de la boulimie, de l'obsession des femmes de teint clair. À tel point que ça a commencé par inquiéter sa femme, Mémé Fala, qui l'a pourtant aidé à le hisser là où il est. Il faut noter que Mémé Fala n'est pas teint clair. Elle n'est pas teint clair, elle était ébène, africaine, belle, au départ, avec une beauté que j'ai désignée de beauté sénégalaise. La beauté teint noir, souvent dans nos sociétés, on dit qu'elle est une Sénégalaise. Ça veut dire qu'elle a un teint noir séduisant, attrayant, qui suscite de la convoitise. Mais malheureusement, comme le mari est un obsédé des femmes claires, et la tendance aujourd'hui, quand vous observez nos sociétés africaines, c'est que les femmes vont se laisser guider par la dépigmentation. Donc, elle aussi, au cours d'un voyage en Europe, elle va se faire dépigmenter pour avoir la peau teint clair et pouvoir barrer la route, ou bien attirer l'attention de son mari sur lui. Mais malheureusement, ça s'est terminé par un drame. Elle est décédée suite à un cancer de la peau. Et c'est justement cette triste réalité de femmes qui se dépigmentent et la peau devient un peu bizarre que vous relayez comme couverture de votre roman. Comment interprétez-vous la couverture de Femme rebelle? Justement, c'est à dessein que cette couverture a été choisie. C'est un design personnel, c'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui ai fait le design pour envoyer aux éditions Véron pour la page de couverture. Et quand vous observez, c'est une peau rougie, brûlée, calcinée par les produits cosmétiques. Et sur ça, il y a des traits noirs, ce sont des vergetures. Et d'habitude, quand vous observez ces femmes rebelles-là, qui dépigmentent leur peau, c'est à certains endroits, même si vous observez leurs coudes, des poignets, c'est noir à certains endroits et rouge à d'autres. Et sur leur peau, carrément, celles qui ont les vergetures, ça devient vilain à regarder. Et donc, c'est cette peau calcinée, brûlée, que j'ai, disons, caricaturé en faisant un dessin de label pour expliquer, pour exposer ce danger que nos femmes que nous aimons tant et nos filles que nous aimons tant, ce danger auquel elles s'exposent en éclaircissant la peau. Et c'est une rébellion. Pourquoi une rébellion? Lorsque Dieu vous fait noir, il vous fait une peau noire et vous décidez de défier
la volonté de Dieu, c'est une rébellion. Et c'est justement ce qui explique le titre Femme rebelle. Femme rebelle. Voilà. Donc c'est une rébellion contre le Créateur, son Créateur. Okay. Son Créateur aurait commis une erreur de lui conférer la peau noire. Alors dans ce dernier roman, Femme rebelle, vous dénoncez également cette dénaturation de la femme, une perte de son identité culturelle et cultuelle africaine. Et pourquoi vous en faites une histoire de femme? Les hommes sont aussi bien concernés. Vous me direz aussi qu'il y a des hommes rebelles. Évidemment, oui, dans le livre, je l'ai écrit, qu'il existe aussi, c'est une discussion entre deux personnages qui ont relevé aussi qu'il y a aussi des hommes rebelles. Il y a des hommes qui s'amusent à éclaircir leur peau. Ce n'est pas que c'est les femmes. Mais naturellement, le premier raisonnement que les femmes font, celles qui s'éclaircissent la peau, celui qui est au centre de toute cette dépigmentation ou bien de ce mauvais comportement ou de cette mauvaise pratique, celui qui est au centre de ça, c'est l'homme. C'est pour plaire à l'homme. C'est pour plaire à l'homme. Vous allez voir dans ce livre, il y a une discussion entre un anthropologue doctorant et un autre personnage qui s'appelle Yati. C'était une petite au départ qui s'appelait Yati. Et après, elle a pris un autre nom qui est Alice Bamba. Tout ça là, c'est dans la rébellion qu'elle change de nom pour devenir maintenant Alice Bamba parce que Yati, ça ne fait pas européen. Donc, voilà. Le doctorant lui pose la question, mais en réalité, pourquoi vous vous dépigmentez la peau? Et la réponse qu'elle a eu à donner, c'est que c'est à cause des hommes. C'est ce que les hommes veulent. Certains hommes, je vais le dire parce que c'est pas tous les hommes qui aiment ce genre de choses. Et vous comprenez que personnellement, lorsque je vois une femme qui commence par se dépigmenter sa peau, ça me met mal à l'aise. Parce que je ne vois pas pourquoi on ne peut pas être fier de nous-mêmes. C'est pour cela que je posais la question. Existe-t-il certains Africains qui ne sont pas fiers d'avoir la peau noire? Voyez-vous? Alors, ces échecs de notre société que vous reprenez à travers vos œuvres, surtout à travers Femmes rebelles, ne sont-ils pas d'abord des échecs de nos intellectuels comme vous et nous? Évidemment, c'est une analyse pertinente. Votre question relève d'une analyse pertinente. Ce qui influence l'évolution de la société, ce sont les intellectuels, l'élite, ceux qui sont allés, comme on le dit, à l'école, entre griffes. Je dis bien entre griffes, l'école, ceux qui sont allés à l'école entre griffes. Et ce sont eux qui aujourd'hui, au lieu de construire une société, là, je suis dans le contexte purement africain, au lieu de faire usage de leur savoir-faire, de leur expérience, de leurs compétences, au lieu de mettre cela au service du développement des pays, versent plutôt dans ce que j'appelle la compromission. On choisit ce qu'on appelle maintenant la servitude volontaire. C'est-à-dire, je sais que ce que je fais n'est pas bon, mais je le fais parce que je veux jouir des délices, des postes juteux, des avantages que la société confère à ces gens-là. Et donc, on se livre à cette compromission pour pouvoir bénéficier. Quand j'appelle compromission, c'est-à-dire que ce qu'un intellectuel n'était pas censé dire, vous allez le voir le dire. Et le défendre. Et le défendre, mordicus. Et dans ce cas-là, où est-ce que vous amenez la société? Vous qui êtes censé être un phare, un guide, une élite, une étoile polaire pour éclairer la société. Vous égarez maintenant la société. Alors, ce qui m'amène maintenant à reposer la question de la définition même du mot intellectuel. C'est quoi un intellectuel? Quand on pose cette question, la plupart du temps, on jette le dévolu en même temps, ou bien on porte le regard directement sur ceux qui ont le doctorat, ceux qui sont des professeurs titulaires ou des maîtres de conférences, des professeurs d'université, ou des gens qui ont le niveau Bac plus 5, Bac plus 4. Et c'est comme ça qu'on définit la notion d'intellectuel. Mais malheureusement, comme vous venez de faire le constat, ce sont ces mêmes personnes-là qui sont censées être
les éclaireurs, les guides, qui deviennent maintenant les fossoyeurs de la société. Parce qu'ils défendent de l'indéfendable. Parce qu'ils font ce qu'on appelle... ils rendent l'impossible possible. Ce qui est impossible devient possible avec ces erreurs d'intellectuels. Alors, donc, ce qui m'amène à dire ceci. Nazi Boni. Nazi Boni, lui, disait qu'un intellectuel, plus simplement, c'est celui qui sait lier le bois au bois. Mais moi, je ne dirais pas cela. Je dirais que, loin de tout diplôme, loin de toutes les études supérieures universitaires qui vont conférer le titre d'intellectuel à quelqu'un qui aurait fait ces écoles, moi je ne dirais pas que c'est la bonne définition. Pour moi, la bonne définition d'un intellectuel, l'intellectuel c'est celui qui a tort aujourd'hui d'avoir raison demain. Je répète, l'intellectuel c'est celui qui a tort aujourd'hui d'avoir raison demain. C'est-à-dire qu'il voit très loin ce que les autres ont du mal. Ne voit pas. Il voit plus loin que le nez des autres. Et malheureusement, quand on est un intellectuel, un bon intellectuel et un vrai intellectuel, on est toujours en déphasage avec la société. Et ce qui fait que si vous ne faites pas attention, vous risquez d'être, disons, liquidé. Vous risquez d'être, je dirais, vous allez avoir des problèmes avec votre société parce que vous voyez plus loin que ce que la société voit. Je prends l'exemple de Galilée. Oui. Galilée, à son époque, a dit à l'Église, qui était la toute puissante, au roi, d'alors que la terre tourne. Mais il était prêt jusqu'à perdre sa vie. Il était prêt à défendre, quels que soient les cas. Mais, comme vous le dites aujourd'hui, combien d'intellectuels sont prêts à défendre leurs convictions jusqu'au bout? Quand les sirènes des délices, des postes juteux commencent par faire du bruit, ils cèdent à cette conviction et puis prennent d'autres chemins qui sont des chemins nuisibles pour notre société, ce que nous observons aujourd'hui dans nos sociétés africaines. Alors donc, pour revenir à l'histoire de Galilée, Galilée a maintenu sa position, même si on lui a donné une ciguë, c'est-à-dire un poison, il a bu. Avant de boire, il dit, mais pourtant, elle tourne. La terre tourne autour du soleil. Si vous pouvez me tuer, mais elle continuera pas à tourner. Mais aujourd'hui, qui a raison? Donc c'est pour cela que je dis que moi, la définition que je donne à un intellectuel, l'intellectuel c'est celui qui a tort aujourd'hui d'avoir raison demain. Et ce sont ces genres d'intellectuels que nous préférons. Ceux qui acceptent défendre la vérité, les valeurs sociales, les valeurs républicaines, telles qu'elles sont, quel que soit le prix à payer, mais avoir demain raison, même si chemin faisant, vous avez des problèmes séculaires ou, c'est pas, éternels, vos idées ne mourront jamais. Et la preuve, ces intellectuels-là ne meurent jamais, c'est des immortels. Tout comme je le dis, les écrivains sont des immortels. Allez, justement, les écrivains, les intellectuels plutôt, la plupart d'entre eux aujourd'hui ont du mal à laisser des écrits pour nous autres. Qu'est-ce qui explique cela, que les intellectuels ont du mal à écrire? Et comment vous êtes arrivé à la littérature? Effectivement, écrire, c'est pas facile. Tout le monde parle, mais peu peuvent écrire. Donc, il y aura beaucoup qui parlent, mais peu arrivent à écrire un livre. Parce que d'abord, l'écriture, c'est un sacrifice. Le sacrifice de votre temps, le sacrifice intellectuel et le sacrifice même vis-à-vis de la société. Et pourquoi je parle de vis-à-vis de la société? Vous allez écrire, il y aura des incompris. Il y aura des incompréhensions autour de ce que vous avez écrit. Et ça, cela peut, dans d'autres sociétés, nous avons vu des écrivains qui ont eu des problèmes. Vous vous souvenez, Ken Saro-Wiwa, qui a écrit les versets sataniques. Voyez-vous, un autre écrivain du Nigeria qui a eu des problèmes. Non, c'est pas lui, celui qui défendait le delta du Niger, le peuple Ogoni. Donc cet écrivain a aussi eu des... voilà, son nom c'est bien Ken Saro-Wiwa. Ken Saro-Wiwa a eu à prendre des positions par rapport à ses écrits. Il a eu des problèmes, mais il faut assumer. Le rôle de la littérature est un rôle noble parce que c'est l'écrivain qui éclaire
la société. C'est lui qui fait évoluer la société. Si vous avez vu la France être ce qu'elle est aujourd'hui, et tout le monde l'envie, et les Africains l'envient, et veulent aller en France, c'est parce qu'à un moment donné, les écrivains et les philosophes ont pris les responsabilités au XVIIIe siècle pour apporter ce qu'on appelle les Lumières. Et donc, moi, si j'ai eu à m'engager dans l'écriture, malgré, comme vous l'avez dit, mes occupations qui me noient, si je me suis passionné à l'écriture, d'abord, c'est de rentrer dans le cercle des immortels. De ne pas m'occuper du séculaire, de ce que personne ne retiendra après ma mort. Ce que personne ne peut retenir après votre mort, c'est vos milliards. Vous n'en ferez rien avec. Vos milliards ne pourront même plus vous défendre quand vous serez mort. Vos étages, vos voitures, je ne sais pas quoi, tout ce que vous aurez amassé, ça ne vous défendra pas derrière. Mais par contre, si vous écrivez, vous laissez l'écrit derrière vous, vous serez un immortel. Donc c'est pour rentrer dans le panthéon des immortels. En dehors de cela, c'est pour aider notre société à évoluer. L'écrivain, c'est lui, comme je l'avais dit, c'est lui qui apporte les lumières. Quand ça ne va pas dans la société, quand la société va au dérapage, quand la société va dans le gouffre, quand la société va dans l'obscurantisme, c'est l'écrivain, c'est à lui de jeter la lumière. C'est à lui d'apporter la lumière pour éclairer, éveiller les consciences des gens que ce que nous sommes en train de faire, le fléau que nous sommes en train de traverser, est dangereux pour notre société. Tout comme par exemple, dans Femmes rebelles, nous dénonçons le comportement des attitudes de compromission, des attitudes de raccourci. Quand vous avez parlé des intellectuels, au lieu de réfléchir maintenant, on ne veut plus réfléchir. On veut des raccourcis, des solutions toutes faites et rapides. On ne veut pas réfléchir, on ne veut pas méditer, on ne veut pas analyser. On instaure une sorte de paresse intellectuelle. Et donc, il est de la responsabilité de l'écrivain d'éveiller les consciences, de faire en sorte que la société évolue, de faire en sorte que la société soit éclairée sur ses vices, sur ce qui ne va pas, mais aussi sur ce qui va bien. Écrire, ce n'est pas seulement dire ce qui ne va pas, mais c'est aussi dire ce qui va bien. Alors, dans Femmes rebelles, vous dénoncez, comme le dit, la compromission de façon générale et toute forme de rébellion, comme le dit le titre, Femmes rebelles. Alors, vous prônez aussi un retour aux valeurs endogènes et ça, c'est devenu depuis un moment un slogan. Qu'entendez-vous par justement retour aux valeurs endogènes, vous à votre niveau, et pensez-vous que ce soit une panacée? Ce dont vous faites allusion, c'est le concept de panafricanisme qu'aujourd'hui tout le monde galvaude. Oui, entre autres. Galvaude ce concept-là pour en faire ce que chacun veut en faire maintenant, alors qu'au départ, ce n'était pas cet esprit-là. Voilà pourquoi moi je préfère plutôt parler de l'africanisme que du panafricanisme qui est devenu un concept galvanisé. Donc, moi, je me réclame d'africaniste. Un africaniste. Vous n'êtes pas panafricaniste, mais africaniste. Africaniste. C'est plus convivial, c'est plus compréhensible, parce que la notion de panafricanisme, si on retourne au mot, pan, ça veut dire partout. Oui. Partout. L'africanisme partout. Alors que pour réussir le pan là, le partout là, il faut d'abord régler les problèmes en interne. À travers un retour aux valeurs ancestrales. Voilà, il faut d'abord régler. On dit souvent, il faut balayer d'abord votre propre maison, alors avant d'aller balayer chez quelqu'un d'autre encore, avant de prétendre rayonner sur le monde. On rayonne d'abord. C'est vrai qu'on dit nul n'est prophète chez soi, mais au même moment, il faut d'abord balayer votre propre maison, rendre votre maison propre avant maintenant de penser aux autres. Et donc, le panafricanisme dont les gens parlent, ce qui me rassure plus dedans, c'est que on galvaude le mot, on fait du fourre-tout, on mélange tout et chacun se réclame de panafricaniste. Ce n'était pas le panafricanisme de la période post-coloniale, avant la colonisation, celle que les grands écrivains, les Aimé Césaire, les Dubois, je dirais les Frantz Fanon, les Senghor, etc., avaient défendu. On n'est plus dans cette logique-là. On est plus dans une logique de bling-bling.
Hein, c'est un concept, on l'utilise, chacun raconte. Bon, j'ai entendu, moi aussi je me lève et puis bon, je commence par raconter des histoires et je suis panafricanisme. Même si ce que je raconte, ça n'a pas de... ça ne tient à rien. Voilà, il faut faire du sensationnel. Alors qu'il faut raisonner. Merci. Et donc, Alors, le panafricanisme, en principe, au départ, était d'abord culturel et idéologique. Mais aujourd'hui, quand vous le voyez, il a migré vers la politique. et ça, ce n'est pas ce que vous promenez. Alors, quel usage souhaitez-vous que le lecteur fasse aujourd'hui de Femmes rebelles, votre dernier roman? Alors, l'usage que l'on peut faire de Femmes rebelles, vous me demanderez quelle est la portée, Oui. quelle est la leçon qu'on peut tirer, c'est-à-dire quelle est l'utilité. À quoi sert-il? À quoi sert Femmes rebelles? Femmes rebelles est un livre d'éveil des consciences. Éveil des consciences dans le sens que l'Africain ne se fera respecter que par son comportement, par ce qu'il apporte à la civilisation universelle, ce qu'il apporte au monde. C'est par là que nous allons nous faire respecter. Sinon, si nous restons dans cette logique que nous voulons imiter, nous voulons snober, nous voulons faire pour qu'on nous prenne, nous voulons nous faire passer, nous voulons utiliser le paraître pour pouvoir être au rendez-vous de la civilisation universelle, on se trompe. Quand est-ce que l'Africain a pu pigmenter sa peau et un beau jour il est devenu blanc? Alors d'ailleurs même c'est ridicule. Mais, je profite de l'occasion pour dire à nos joueurs africains de faire un effort pour ne plus être indignés. Lorsqu'on les lance les cris de singe ou les bananes, les gens s'indignent, s'offusquent. Moi, Nicabou, je ne ferai pas la même chose. J'ai eu le temps de côtoyer les Blancs. J'ai fait des pays européens. Je connais ce que c'est que le Blanc. Le Blanc, quand il sait que vous êtes intelligent, vous avez quelque chose à lui apporter, il commence par vous respecter. Mais lorsqu'il sait que vous n'avez aucune valeur à ajouter pour lui, c'est en ce moment qu'il se moque de vous. Quand le Blanc sait que c'est vous qui êtes la solution à son problème, il vous respecte. Tout comme aujourd'hui, il respecte les Chinois, qu'il ne respectait pas, il y a de cela des années, il ne respectait pas les Chinois. Mais aujourd'hui, il respecte les Chinois. Donc, nous devons nous sacrifier, nous devons entrer dans l'histoire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu une histoire pour l'Afrique, mais entrer dans l'histoire pour nous, nous devons maintenant apporter une chose à vendre. Ce qui fera que nous allons nous faire respecter par notre intelligence, par notre savoir-faire, par notre travail. C'est par là que nous allons nous faire respecter. Alors, Nicabou Makani, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de l'invité, mais un avant-goût, à quoi sera consacrée votre prochaine publication? Il est souvent imprudent de décliner ou de dévoiler le projet d'écriture. Mais bon, puisque vous demandez de l'exclusivité, Oui. je crois que je suis toujours dans la logique de la conscientisation, de l'insouciance de l'Africain. Quand le monde se fait ailleurs, nous nous amusons, nous buvons, nous mangeons et nous sommes absents sur la scène du monde. Le prochain livre que je suis en train de préparer et qui va sortir bientôt, s'il plaît à Dieu, d'ici 2025, est consacré encore à un fait grave qui s'est passé dans notre société, mais qui aujourd'hui, mine de rien, il a disparu alors qu'il a impacté énormément le monde. Et aujourd'hui, qu'est-ce que chacun a pu tirer comme leçon de ce fléau gravissime ou cet événement grave qui s'est passé au monde et chacun l'a exploité comme il l'entend? C'est à cela que je vais me consacrer. Pour cet événement, c'est quoi? Pour dire aux gens, pour refléter, pour encore faire la photographie des actes que chacun a eu à poser, que ce soit les Européens, comment ils ont glissé de la société civilisée à la société de voyous ou de délinquance ou d'obscurantisme, parce que ceux qui prétendaient qu'ils étaient les meilleurs en sciences sont aux abois.
ils avaient le monopole de la médecine, mais ils sont aux abois. Et maintenant, quand ce fléau-là est arrivé en Afrique, qu'est-ce que chacun a eu à tirer comme profit? Mais un profit malveillant, insidieux. Vous comprenez, quand je parle de la médecine, de quoi je veux parler? Merci beaucoup. J'espère que les téléspectateurs se sont fait leur idée de votre prochaine publication et de la thématique principale. Merci à vous, Nikabou Makani, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera d'un regard croisé.